Alors, avant de vous parler du PLU, je souhaitais vous parler d'abord du SCOT, parce que pour moi, c'est quand même le point essentiel, Oui. et c'est un outil à la fois d'importance. Votre voisin va me parler du SCOT. Voilà, et bien sûr, j'ai à côté de moi le président du SCOT qui est là. Et donc, dans la hiérarchie des documents, le SCOT est vraiment un document qui est le document de base et qui chapeaute l'ensemble des textes. Le SCOT est un outil stratégique et prospectif en même temps, et notamment pour guider le développement résidentiel. Alors, il définit aussi la vision que fixent les élus. Ça, c'est un point important. Le SCOT est aussi un document très important car il indique les grandes orientations et fixe les règles pour localiser la demande résidentielle, entre autres, parce qu'il a d'autres fonctions, le SCOT, en matière économique, de préservation de zones naturelles, les trames vertes, les trames bleues. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, par contre, cette articulation, elle repose quand même sur un triptyque qui est à la fois le logement, l'emploi et la mobilité. Si on n'a pas ces trois éléments, on ne répond pas à la question. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a un SCOT, on a deux SCOT en vigueur, le SCOT Sud-Land et le SCOT de l'agglomération Bayonne-Sud-Land. Là, si vous voulez bien, on va laisser M. Bérard en parler tout à l'heure. Voilà, mais je le rentre, voilà, c'était simplement pour... Oui, essayez de vous concentrer plutôt sur les outils municipaux, le PLU, s'il vous plaît. Oui, mais je souhaitais quand même avoir cet élément qui vient chapeauter l'ensemble de... On rentrera dans les détails avec M. Bérard, si vous voulez bien. Alors, je vous parlerai peut-être après ensuite du PLH, même si notre ami Paul Baudry va en parler. Décidément... Alors, on va essayer vraiment de revenir sur le PLU, qui est quand même... C'est la base de l'outil municipal. Alors, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, est un document cadre qui fixe un certain nombre de règles. Alors, ce que je vais dire, et je ne vais pas rentrer dans le détail d'un PLU, chacun pourra aussi se renseigner, sachant qu'il existe des PLU, il existe des cartes communales, et dans les cas où il n'y a ni l'un ni l'autre, il y a également des règles nationales. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le PLU, il y a des terrains qui sont constructibles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des terrains inconstructibles qui sont les zones A, les zones agricoles, et les zones N, naturelles. Il y a également des zones 2AU et des zones 1AU qui pourraient s'ouvrir à l'urbanisation. Par contre, ce que nous rappelle le SCOT et l'État, c'est que nous avons trop ouvert de terrain. Donc il faut aussi se concentrer sur ce qui est constructible. C'est les zones qui sont constructibles. Et là, le texte du SCOT nous le rappelle sans cesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut réduire drastiquement les règles, et notamment ce qui va concerner les règles sur les terrains 2AU. Et on sait que dans le futur PLUI, aujourd'hui, on a un PLU dans chacune des villes de l'agglomération, Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau et Bidart. On est en train de travailler sur un PLUI à l'échelle de ces 5 villes. Et là, on va réduire, et tout à l'heure, on était en réunion à l'agglo, et on est en train de travailler sur le zonage, et on va réduire drastiquement ces zones pour se concentrer sur les zones constructibles. Alors bien sûr, quand on va passer un terrain en A, on va favoriser l'agriculture locale et le consommer local. Et en N, bien sûr, on va conforter les zones naturelles avec la trame verte et lutter contre l'imperméabilisation et favoriser la plantation d'arbres. Et je vous rappelle que ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'avec cette mesure-là, la plantation d'arbres, on crée du négatif par rapport au CO2. C'est un élément très important pour moi. Dans le PLU, il y a quand même un moyen pour moi qui est très important, outre toutes les règles qui sont fixées, c'est les emplacements réservés. Il permet une servitude sur un terrain, et par conséquent, la réalisation ne pourra se faire sur ce terrain qu'en fonction de la volonté politique des élus. Un autre outil à l'intérieur de la réglementation du PLU, c'est aussi la réalisation d'une ZAC. Je voudrais en parler parce qu'au préalable, il faut maîtriser le foncier. Donc on a le PFL qui est là, et il faut, d'après moi, s'appuyer sur le PFL, l'établissement public foncier local du Pays Basque, pour maîtriser nos terrains. Et il faut aussi s'appuyer sur un document qui est stratégique à la fois sur les communes et au niveau et on peut le mener aussi au niveau de l'agglomération, c'est sur le PAF. C'est le plan d'action foncière, c'est-à-dire il faut
faut savoir se projeter pour savoir se créer des réserves foncières à long terme. Donc si on ne maîtrise pas ces outils, on peut difficilement se projeter pour la construction. La ZAC, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de déterminer un nombre de logements souhaités, la répartition des logements, qu'on soit en livre, qu'on soit en accession sociale ou qu'on soit en logement social, même si le PLH est là pour encadrer ces domaines. Elle permet aussi de définir si on a des équipements, des commerces. Elle permet aussi de déterminer le prix de sortie du programme, le nombre et le pourcentage d'investisseurs et le niveau de performance énergétique. Je fais une allusion ici au programme du SEQE, le dernier projet qu'on a autorisé à un promoteur, où on lui a indiqué on ne voulait pas un prix de sortie supérieur à 3 000 €. Il le respecte. On lui a dit on ne voulait pas plus de 40% d'investisseurs. Il le respecte. Aujourd'hui, il n'y a que 30% d'investisseurs. Donc ça veut dire qu'on a aussi affaire à des jeunes qui peuvent acquérir des logements à des coûts moindres. Donc c'est quand même important. Et les investisseurs, j'en viens d'en parler, et on peut aussi donner des performances énergétiques, et notamment on a demandé du BEPOS, c'est de l'énergie positive, et on a réussi, vous le voyez, on a maîtrisé le foncier, la ville a souhaité et demandé des engagements aux promoteurs, et le promoteur a réalisé ce que l'on voulait. Donc c'est un point très important. Et il y a également un autre élément qui nous permet aussi d'avancer, c'est les OAP, les orientations d'aménagement, qui permettent de cibler sur des terrains la volonté municipale, et on peut éco-construire et on peut construire avec les porteurs de projets des projets que l'on souhaite sur des terrains bien précis. Dans une ville comme Bayonne, la problématique, c'est le manque de foncier ou c'est la destination, ce qu'on en fait de ce foncier? C'est quoi le... Bayonne, écoutez, on a du foncier. On a construit, mais on va continuer à construire, mais on ne va pas construire comme les années précédentes. C'est dans le futur PLU. Comme je vous l'ai dit, on a déjà des terrains de AU qui vont muter en non constructibles. Par contre, on a des zones qui sont constructibles, on a des réserves foncières, on a une ouverture à l'urbanisation qui va se faire au Prissé, une autre au SEQE, et on a des réserves foncières sur tout le projet rive droite et sur le projet rive gauche. Et on est en train, à travers le PAF, le plan d'action foncière, on a ciblé aussi un certain nombre de terrains, et on a demandé à l'EPFL de rentrer en contact avec les propriétaires pour maîtriser ces terrains. Et je vous rassure, le PLH, on le remplit aujourd'hui, et on pourra le remplir dans les futures années prochaines. Merci Monsieur Lacassagne donc pour ce témoignage. On va passer à votre voisin. Marc Bérard, qui est premier adjoint au maire de Bidart, je le rappelle, et qui est donc président du SCOT. Alors, votre voisin a défloré un peu votre intervention, mais bon, vous allez pouvoir nous en dire plus en détail. L'intérêt du SCOT. Alors, l'intérêt du SCOT, Alain a fait le teasing là déjà. Donc, on a bien compris que c'était un document cadre qui s'impose évidemment à tous les PLU, les cartes communales et tous les autres documents de rang inférieur, parce qu'il y a des hiérarchies des normes. Et donc le document qui fait un peu référence maintenant pour l'aménagement du territoire, c'est effectivement ce schéma de cohérence territoriale. C'est un travail collectif, ce sont les élus qui le portent, et ce schéma, il est décidé par les élus. C'est pas l'administration, c'est personne d'autre que les élus qui décident ce qu'ils veulent faire de leur territoire. Et donc c'est sur ce domaine qu'on travaille tous ensemble. Comme l'a dit Alain, la grande nouveauté, c'est qu'on est passé de 48 communes, qui étaient couvertes par l'ancien SCOT de l'agglomération Bayonne et Sud-des-Landes, à maintenant 166 communes, puisqu'on a les 158 communes du Pays Basque et les 8 communes du Seignanx. Donc imaginez l'aménagement du territoire à cette échelle-là, c'est un grand défi, surtout que les problématiques de Tardette ne sont pas celles de Bayonne, et celles de Saint-Jean-Pied-de-Port ne sont pas celles de Bidart. Et donc forcément, on a besoin de se parler beaucoup pour essayer d'écrire un livre où on se retrouve tous. La problématique du logement, c'est vraiment la priorité, l'une des priorités? C'est l'une des priorités, parce qu'effectivement, on a des grands équilibres à trouver. Le SCOT traite d'un tas de thématiques qui sont la vie quotidienne de tout le monde ici. Il traite de la mobilité, il traite du commerce, il traite de l'économie, il traite de l'agriculture, il traite bien sûr de l'aménagement urbain, des trames vertes et bleues. Et donc forcément, tous ces thèmes doivent être balayés en même temps que celui de l'habitat. Et donc ce qu'on a fait pendant des années, c'est qu'effectivement on a gaspillé beaucoup de foncier, on s'est étalé, on appelle ça le mitage.
Et on a tous décidé collectivement qu'il fallait arrêter cette machine infernale qui faisait qu'on s'étalait sur l'ensemble du territoire pour se concentrer un peu plus autour de nos bourgs et de nos villages et avoir un développement un peu plus durable, un peu plus vertueux. Ça veut dire qu'on va construire verticalement plutôt qu'horizontalement ou pas forcément? Alors, pas forcément, parce que si vous regardez bien nos petits villages, je pense à Sarre et à Lignois par exemple, vous verrez que nos anciens ont su faire de la densité. La densité, c'est pas un gros mot. Le village rue, il existe au Pays Basque depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, rendre dense des centres-bourgs, c'est pas forcément faire des tours de 10 étages. Ça peut être de la maison à coller, ça peut être de la grande maison familiale dévisée en appartement. Et on a su le faire et il faut s'inspirer de ce qu'ont su faire nos anciens et revenir à ces bons principes. Merci Marc Bérard. Donc il pourra intervenir ensuite. On va terminer par le dernier acteur. Alors, le dernier acteur, c'est bien sûr la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui est fraîchement créée, 2 ans. Donc, M. Baudry en est le vice-président. Alors, vous avez une politique volontariste dans cette nouvelle collectivité? Alors, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités. J'écoutais évidemment avec beaucoup d'attention ce que disaient les personnes. Je comprends qu'un PLH ne leur dise rien du tout. Hein, soyons réalistes, qu'est-ce qu'ils attendent? Ce sont les résultats. Et c'est bien normal. Et c'est bien le rôle des élus. Certaines choses que j'ai entendues, qui sont tout à fait, j'allais dire, normales. Je pense que la dame parlait de Balichon. Hein, des bâtiments qui aujourd'hui, au niveau économie d'énergie, sont très défectueux. Mais sachez tous que ça fait partie de nos projets. J'arrêterai là-dessus, je parlerai de la CAPB maintenant. Tu disais à l'instant, en matière d'aménagement, c'est vrai que le SCOT est quelque chose d'essentiel. En matière d'habitat, le PLH est essentiel. Et quand on dit, est-ce que les élus peuvent faire quelque chose, j'ai dit oui. Si aujourd'hui il y a bien un acteur qui peut faire quelque chose, ce sont les élus. Maintenant, je rejoins ce que disait aussi tout à l'heure Denis Cagneau, en face, on a du privé. Hein, donc il faut trouver l'équilibre. Alors, je vais essayer de vous expliquer, mais rapidement, ce que c'est qu'un PLH, pour que vous le sachiez. Maintenant, soyez plutôt attentifs à ce que l'on va faire au bout du PLH. Le PLH définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Et tout ceci en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Vous voyez que c'est quand même un texte qui est général, mais dans ce texte, on y retrouve beaucoup de choses. Alors, évidemment, le PLH est obligatoire pour une communauté d'agglomération, d'autant plus que la communauté d'agglomération Pays Basque, aujourd'hui, a la délégation de l'aide à la pierre. Vous voyez, c'est quand même exceptionnel. Quand on est sur le Béarn, ils n'ont pas la délégation, c'est le département qui l'a. Sur le Pays Basque, on a une véritable opportunité avec la CAPB, nous avons la délégation de l'aide à la pierre. Ça veut dire que nous sommes pilotes. Nous avons donc délibéré le 23 septembre 2017 pour l'engager, et auparavant, il y avait 3 PLH. Un sur l'ancienne agglomération Côte-Basque-Adour, auquel tu as fait allusion, Alain, un sur la communauté de communes Nivadour et un autre qui était en cours d'approbation sur la communauté de communes Sud Pays Basque. Aujourd'hui, ce PLH va concerner l'ensemble du Pays Basque. Alors, je suis désolé, certes ce soir on parle du littoral, mais en tant que casquette de vice-président en charge de l'habitat, pour moi le PLH, je ne peux pas lui enlever l'intérieur du Pays Basque. Parce que quand on parle de problème de logement, certes, il existe sur la zone tendue. Mais je puis vous dire qu'il y a un véritable problème de logement à l'intérieur. Ici, c'est la surdensité, on voit arriver les gens de partout. Là-bas, c'est la désertification. Alors, aujourd'hui, vous voyez bien, on est en recherche de foncier. Le foncier est un réel problème. Tout à l'heure, Arnaud Portier va nous en parler. Mais quand on voit aujourd'hui qu'il y a des logements vacants, parce qu'il y en a des logements qui sont à réhabiliter, et notamment dans les bourgs de l'intérieur, je me souviens plus, tout à l'heure ça a été dit, Asparin, quand vous allez à Tardets, quand vous écoutez les gens de la Soule, quand ils vous parlent, ça vous fait mal au corps quand vous êtes maire de Bassus-Sari, je puis vous le dire. Hein, vous vous dites, mais bon sang, quelle spécificité. Et eux, ils ont des problèmes. Et vous avez des gens aujourd'hui qui ne veulent plus habiter là-bas parce que les logements, ma foi, avant ils étaient habitués à avoir leur petite maison avec un morceau de jardin, ça coûte cher aussi là-bas. Et on parlait tout à l'heure d'un 37-39%. Hein, que la location représentait dans le revenu, c'est la même chose que j'ai entendu à l'intérieur du Pays Basque, parce que les revenus sont plus faibles. Donc c'est pour vous dire que le problème, il est général sur le Pays Basque. J'allais dire que on parle essentiellement donc du bassin de Bayonne, et c'est vrai que c'est l'avantage du SCOT,
c'est qu'aujourd'hui, on a à côté le Sud-Land, qui est quand même très concerné par le bassin de Bayonne, je dirais même totalement concerné. Donc, au travers du PLH, on va avoir des travaux très transversaux, évidemment, avec le SCOT, d'une manière générale, mais notamment pour le Sud-Land, ce qui est très important quand même, hein, parce que le problème existe ici, mais ils l'ont aussi là-bas. Alors, il y a 3 phases dans un PLH. Aujourd'hui, vous allez être déçus, mais moi, je ne vais pas vous dire ce qu'on va proposer comme action. Parce que c'est tous les élus, comme tu l'as bien dit pour le SCOT, c'est tous les élus, y compris d'ailleurs avec les partenaires, hein, tout ce qui touche l'immobilier, les banquiers, les bailleurs sociaux. Nous allons les associer à cette réflexion. Aujourd'hui, on est dans la phase diagnostic. Voyons, qu'est-ce qui existe comme logement vacant, comment est la population là. Tout ce travail est en train de se faire. Le diagnostic devrait se finir à la fin de cette année. La deuxième phase, qui va démarrer donc en début 2019, ça va être d'arrêter les orientations. Qu'est-ce que l'on veut faire en matière d'habitat pour le Pays Basque? Et la dernière phase, qui est la phase essentielle, c'est là où effectivement les gens comprendront ce que c'est qu'un PLH, ce sont les actions. On va faire des fiches d'action. Ces fiches d'action, à partir du moment où on dit, mais par exemple, on veut intervenir sur le foncier, voyons les actions qu'on met en place. Et évidemment, derrière, pour certaines choses, eh bien, il y a du volume financier. Il faut être réaliste. Même si aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas extensible. Mais, j'allais dire, le PLH, ça va être vraiment l'affirmation de l'ensemble des élus du Pays Basque de ce qu'ils veulent en matière de l'habitat. Et puis, je peux vous assurer que l'ensemble des élus sont très sensibles à l'habitat. Tout à l'heure, j'entendais dire qu'il ne se passe pas 2 ou 3 jours sans qu'on entende un jeune venir nous voir ou une personne âgée, je ne peux plus me loger. Moi, je le vis régulièrement. Et donc, c'est vraiment un véritable challenge pour nous. Au-delà de ce travail, j'allais dire, on a une transversalité très forte à avoir. Parler de l'habitat sans parler de mobilité, sans parler d'économie, sans parler d'aménagement du territoire, le plan climat notamment aussi, ça serait ridicule. D'où, encore une fois, j'insiste, quelle opportunité nous avons avec cette communauté d'agglomération. C'est merveilleux. Avant, on raisonnait sur des territoires qui étaient limités aux communes, souvent. Et donc, il n'était pas pertinent, ce travail. Aujourd'hui, on est vraiment sur un travail très pertinent. Alors, avant de finir, parce que vous allez me dire, sinon je vais être un peu long, mais il y a quand même on est en pleine réflexion actuellement, je vous assure qu'il y a des moyens pour peut-être freiner ce que l'on vit tous aujourd'hui, cette frénésie du prix du foncier, hein, qui devient immoral d'ailleurs, soyons clairs. Immoral, je dis même quelquefois, venir s'associer, et on a besoin des promoteurs, ça a été dit tout à l'heure, mais venez s'associer sur certaines opérations quand on connaît le prix du foncier, on se pose la question sur la moralité du social qu'on va faire derrière. On peut se poser la question. Mais il y a des idées qui sont en train de germer, il faut les vérifier, mais moi je suis convaincu qu'on va pouvoir trouver des idées pour calmer un peu le jeu. Ne serait-ce que, je vais vous le dire, je suis trop long déjà là. La communauté d'agglomération intervient beaucoup quand même sur des aides. Eh bien il faut associer ces aides à un prix du foncier de manière générale. Ça va être ma question. Quel budget? Est-ce que le budget est déjà défini? Il reste à définir? Alors si vous voulez, on est au diagnostic, on va avoir les orientations, et une fois que les orientations vont être arrêtées, on va définir les actions. Et enfin, chaque action, on mettra un budget, et on regardera les possibilités. Sachez quand même que c'est un véritable challenge pour nous, et on a envie de l'amener au bout, ce challenge. Parce qu'on sait très bien quels sont les problèmes. Un dernier petit mot, sans vouloir être trop long. Tout à l'heure, on évoquait le logement vacant. Mais il faut être réaliste. Quand on regarde d'une manière générale le logement vacant, surtout sur le littoral, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai rien contre. C'est la défiscalisation qui l'a amené. Moi, quand on me dit, mais pourquoi vous ne mettez pas un impôt sur le logement secondaire, par exemple? Pardon, je voulais parler du secondaire. Mais j'ai dit non, moi je veux bien qu'on exerce, que je mette 200 € de plus. Mais le type qui a eu les moyens de se payer la résidence, c'est pas les 200 € qui vont faire s'échapper. Certes, ça va m'amener quelque chose en plus. Mais il faut voir l'origine du problème. L'origine, elle est où? Défiscalisation. J'aurais préféré que cet argent public soit aujourd'hui renvoyé vers les bailleurs sociaux qui ont ce métier, c'est notre corps de métier, les bailleurs sociaux, de telle sorte à utiliser cet argent pour répondre à l'habitat. Ça, c'est une idée que j'ai et que j'ai envie de défendre fermement. On remercie M. Baudry pour cette intervention qui n'a pas été trop longue, merci. Et on va passer aux questions de la salle. Je crois qu'il y a une intervention d'abord de Manu. Oui, très rapidement. Tout à l'heure, Marc Bérard a utilisé un mot presque grossier, mais qui me tient particulièrement à cœur, c'est la hiérarchie des normes. Alors, pour cette dernière petite intervention, je vous propose tout simplement de remonter, on n'a pas fait forcément les choses dans l'ordre, de remonter au-dessus du PLH, au-dessus du PLU, au-dessus même du SCOT, parce qu'il y a quand même quelque chose au-dessus du SCOT, il y a beaucoup de choses au-dessus du SCOT, pour en arriver à quelque chose
que vous connaissez tous, que vous croyez tous connaître, que nous croyons tous connaître, et qui est une énorme contrainte et qui est aussi un énorme potentiel, c'est la fameuse loi littorale. Et vous savez qu'il y a en France, sur tout le territoire, il y a 2 lois d'airain, si l'on peut dire. D'airain ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être légèrement ajustées. On en dira peut-être un mot sur la loi Elan tout à l'heure. Il y a 2 lois d'airain qui marquent très fortement, avec des contraintes très fortes, 2 parties spécifiques du territoire français et donc qui nous touchent au Pays Basque, la loi littorale et la loi montagne. On est sur la côte, donc un mot sur la loi littorale. Il faut savoir que cette loi de 86, qui est codifiée aujourd'hui au Code de l'urbanisme, qui finalement a été assez peu modifiée ou vraiment à la marge, elle est vraiment une contrainte très forte. Mais comme tout texte qui impose des contraintes, il faut bien avoir conscience, son objectif primordial, et les élus on ne doit jamais l'oublier, c'est d'assurer la préservation de notre littoral, la préservation de l'ensemble des composantes du littoral. Alors évidemment, ça impacte la construction, le logement, mais ça concerne bien évidemment le trait de côte, les espaces naturels. C'est vraiment fondamental. Alors quelques mots juste rapides d'explication. Cette loi littorale, pourquoi j'ai dit qu'elle était tout en haut de la hiérarchie des normes. Sa spécificité, bon, tout d'abord, c'est évidemment de s'appliquer sur les communes littorales. Chez nous, c'est toutes celles qui ont une ouverture sur le littoral ou sur une partie de l'embouchure de la Dour. Une spécificité qui parfois n'est pas comprise. Lorsqu'elle s'applique sur une commune littorale, elle s'applique sur l'intégralité du territoire littoral. C'est pourquoi il est parfois difficile d'expliquer à Urugne, notamment, que quand on est à 900 mètres en haut de la Rune, eh bien, la loi littorale, elle s'applique. Eh oui, c'est comme ça. Ça peut paraître invraisemblable. C'est peut-être un jour, d'ailleurs, une possibilité d'assouplissement qui serait peut-être pas complètement idiote. Aujourd'hui, ça s'impose sur l'ensemble du territoire, de la commune littorale. En gros, c'est à la fois simple et complexe. La loi littorale, elle définit plusieurs niveaux de protection. Et vous les connaissez, vous en avez tous entendu parler, même si vous n'êtes pas élus, même si vous n'êtes pas des acteurs directement de la construction. Il y a la fameuse bande littorale des 100 mètres. Elle est, pour ainsi dire, sanctuarisée, beaucoup plus chez nous sur l'Atlantique que sur la Côte d'Azur ou en Corse, vous l'imaginez bien. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les espaces proches du rivage. Définition qui va changer selon le relief, mais qui peut aller jusqu'à parfois 1 km. Là, les règles sont encore extrêmement... Le principe est qu'on ne peut pas construire. Hormis quelques cas particuliers, quelques exceptions, on ne peut pas construire en dehors des zones qui sont déjà agglomérées, c'est-à-dire qui ont une densité d'urbanisation suffisante. Autrement dit, dès que vous sortez du village, du centre-ville ou des quartiers immédiatement périphériques, ou à quelques exceptions près de hameaux suffisamment constitués, il est quasiment impossible de construire et donc d'ouvrir à l'urbanisation à travers nos PLU et donc avant à travers le SCOT, d'ouvrir de nouveaux territoires à l'urbanisation. Donc s'ils sont pas ouverts à l'urbanisation, ils sont non constructibles. Et puis vous avez ensuite effectivement ce qu'on appelle la partie rétro-littorale de la commune, tout le reste de la commune, où parfois à 4, 5, 11 km, c'est pire en Bretagne avec la côte échancrée, où les gens ne comprennent pas qu'ils soient concernés par la loi littorale. Je parlais tout à l'heure évidemment de l'exemple emblématique d'Urugne. Le principe est le même. Et le même, il est presque aussi fort en dehors de ces zones agglomérées, là où vous avez déjà une densité d'urbanisation suffisamment forte, il n'est en principe pas possible de construire, sauf à se trouver vraiment en continuité immédiate. Vous voyez bien, c'est à la fois n'autoriser l'urbanisation et donc la construction par la suite que par petites tâches progressives sous le contrôle des élus, puisque ça doit être défini par le SCOT en grandes enveloppes, ça doit être défini par le PLU notamment. Voilà. Et un dernier élément, il y a d'autres notions qui sont importantes, je crois que vous les avez évoquées, c'est des notions notamment de coupure d'urbanisation qui imposent, en plus de préserver, par exemple entre deux parties déjà urbanisées, des couloirs qui permettent de préserver ensuite les équilibres naturels. Et dernier point, effectivement, qui est aussi assez souvent mal compris, et les élus, ceux qui sont en charge, notamment les maires, le savent en période de révision de PLU, et même en dehors, c'est que cette loi littorale, elle s'impose au-dessus de tous les autres textes. Il n'est donc pas rare qu'un propriétaire ou un promoteur, en général ils sont bien informés, les promoteurs se disent « mais moi je suis sur un territoire, sur une portion de territoire qui est une parcelle qui est classée U, urbanisable, ou AU, effectivement, et qui va présenter un permis de construire. » Et là, boum, même si le PLU l'a ouvert à l'urbanisation, la loi littorale s'impose, il est de la responsabilité du maire en particulier, et de ses services, et le cas échéant des services de l'État, qui sont toujours là, évidemment, en embuscade pour assurer le contrôle de la bonne application de la loi littorale comme de la loi montagne. Effectivement, le maire sera dans l'obligation de refuser. C'est très difficile à expliquer aux propriétaires qui sont dans leurs droits. Et dernière chose, comme toutes les autres règles d'urbanisme, elles ne portent pas, sauf dans le cas exceptionnel, bien évidemment, de l'expropriation, mais qui n'est pas en jeu ce soir, elles ne portent pas
atteinte au droit de propriété en tant que tel. En revanche, l'essence même de toutes les règles d'urbanisme, du SCOT passant par la loi littorale jusqu'au PLU, c'est évidemment de réduire ou de contraindre les droits à construire. Et ça aussi, c'est très difficile au quotidien d'expliquer qu'on ne va pas toucher à votre droit de propriété et qu'effectivement, il y a des règles au nom de l'intérêt général qui sont là pour contraindre, encadrer et parfois réduire aussi vos droits à construire. Voilà, pour que vous compreniez aussi les enjeux, notamment pour les élus et en particulier pour les maires qui sont obligés de recevoir des dizaines, des centaines de demandes chaque jour au quotidien. Voilà. Merci Manu pour cet éclairage sur la côte. Oui, Paul le disait, ce qui se passe ici n'est pas une fatalité. Je crois que les élus en ont bien conscience. Après, il reste à manifester cette volonté politique dans la règle, c'est-à-dire dans le concret. Alors moi, je vais sortir de ma grande casquette de Scott pour prendre la plus petite de premier adjoint au maire et en charge de l'urbanisme. Ce qu'on a fait, nous, à Bidart, c'est qu'on a essayé effectivement d'inverser la tendance. La tendance, c'était laquelle? Quand on est arrivé avec notre équipe en 2008, c'était d'avoir constaté qu'on avait 9% de logements sociaux sur les 20% qui étaient requis par la loi. Et que donc on avait un plan local d'urbanisme qui était à la fois très permissif, puisqu'il permettait de construire un peu partout sur la commune, et en même temps qui créait pas d'obligation sociale. Or, Bertrand Bourrus l'a rappelé, le logement social, c'est pas un gros mot. Quand on dit que 70% des ménages relèvent du logement social, c'est la réalité. Et quand on parle de logement social, c'est pas forcément synonyme de problèmes sociaux. Parce que dans le logement social, il y a 3 catégories. Quand on prend la catégorie la plus haute, qui est le PLS, on s'adresse à des personnes seules qui ont 2400 € de revenus mensuels. Donc vous les connaissez tous, ils sont autour de vous. Quand on parle du PLUS, on parle de 1800 € mensuels pour une personne. Et quand on parle de la 3e catégorie la plus sociale, le PLAI, on parle de 1000 €. Donc on touche toute la population. Et donc, effectivement, s'engager dans cette voie-là et essayer de mettre des règles en faveur du logement social, c'est répondre aux besoins du très grand nombre, c'est-à-dire 2/3 de la population. Donc nous, on s'est saisi de ce nouveau flux. Il avait été attaqué par un certain nombre d'administrés, une quinzaine de recours. On savait qu'il allait être cassé au tribunal. On en a profité immédiatement pour le mettre en révision. La première chose qu'on a faite, c'est de mettre en place des ZAD, zones d'aménagement différées. Je vous rassure, ce n'était pas Notre-Dame-des-Landes, c'était beaucoup plus petit et beaucoup moins conflictuel. On a ciblé 3 zones sur notre territoire, une zone de 10 hectares qui était en pleine centralité de Bidart qu'on a appelée la ZAD du centre, une zone près de la gare qui faisait 6 hectares qu'on a appelée la ZAD de la gare, et une zone économique qui est la zone d'Isarbel pour permettre le développement de ce fleuron économique que nous avons à la Technopole. Une fois qu'on a mis ces outils administratifs en place, ça, en gros, interdisait, je vais faire un raccourci un peu caricatural, mais ça interdit aux propriétaires de discuter avec quiconque autre que la puissance publique. C'est-à-dire que s'il y a une vente qui se fait dans ces ZAD-là, le seul interlocuteur, c'est la collectivité. Et donc, ça permet de refroidir, on va dire, l'appétit des promoteurs sur ces zones-là, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas matière à intervenir à l'intérieur. Et en plus de ça, on a mis ces fameuses règles de logement social. Alors, je ne vous dis pas ce que j'ai entendu quand on a proposé de mettre 50% de logement social dans notre règle de PLU à partir du 4 logements. Là, j'ai eu un défilé de professionnels de l'immobilier qui m'ont dit c'est impossible, ça va tout bloquer, ça ne va pas marcher, c'est trop violent d'un seul coup, etc. Ça a très bien marché. Ça a même tellement bien marché que depuis 2018, on a remonté le curseur. On est à 50% de 4 logements jusqu'à 10 logements, à 60% de 10 logements jusqu'à 30 logements et à 70% au-delà de 30 logements. Dans cet acte réglementaire volontariste, on a prévu l'accession sociale. Et ça tombe bien, puisque l'accession sociale, maintenant, bascule dans la loi SRU quand elle est qualifiée d'office foncier solidaire, c'est-à-dire qu'elle devient pérenne. Et donc, dans les 60% qu'on a prévus, il y a 40% pour le locatif social et il y a 20% pour l'accession sociale. Dans les 70%, il y a 50% pour le locatif social et 20% pour l'accession sociale. Et on est en train de monter une opération avec le COL, j'en parle parce que Bertrand Bourrus est devant nous, de rénovation des anciennes écoles dans lequel nous-mêmes, communes, évidemment, on s'applique les propres règles qu'on demande au privé, c'est la moindre des choses, et on va sortir 40 logements avec 70% maîtrisés. Et le deuxième exemple, je suis désolé, mais
c'est encore lui qui est devant moi, donc j'en reparle. Quand on m'a expliqué aussi qu'on ne pouvait pas faire de logement social en zone littorale et dans les franges qui sont proches de la mer, donc c'est des zones qui devaient rester blanches, c'est-à-dire totalement dévolues au privé. On a réussi ensemble à sortir une opération en haut de la plage des Retegia, pour ceux qui connaissent, vue mer, accès mer à pied, de 12 logements, où il y a 7 sociaux et 5 libres, donc 60%. Donc non seulement c'est possible, mais des gens y vivent. Quand vous le dites, ça a l'air simple, mais si c'était simple, toutes les communes le feraient, donc il y a des freins quand même. Il ne faut pas se leurrer. Ah mais les frères, c'est les urnes. Parce que quand on dit ça, il faut être capable d'aller au combat. Parce que là, vous lésez évidemment certains propriétaires qui aimeraient que l'offre soit un peu plus étendue et un peu moins contrainte. Donc, mais moi, comme je dis souvent, nous on est 7000 à Bidart, 7000 habitants à l'année. Je préfère me fâcher avec 10 propriétaires et contenter les 6990 restants. Voilà. Donc ça, c'est une question aussi de volonté politique. À un moment donné, il faut être capable aussi de dire aux gens, ben non, c'est pas possible sur ce terrain de faire ce que vous voulez parce qu'il y a des contraintes. On a, malgré ça, j'ai les chiffres récents là, que m'a donné ma collègue Marie Sampons, qui est déléguée au logement, 370 demandes en attente. Malgré cette action-là. Et pourtant, depuis 5 ans que s'applique ce règlement, on a réussi à loger 450 bidartards, 90 par an. Donc c'est la preuve que ça marche. Mais ça ne veut pas dire que le combat est gagné. Parce que les 10 points qu'on a gagnés entre 2008 et 2018, où on est passé en gros de 9% à 19%, d'après les enquêtes du PLH, on est la commune qui a fait le plus de progression, parce qu'on a ces règles-là. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné, puisqu'on n'est qu'à 20%, donc le travail n'est pas fini. Et quand on dit 25%, il ne faut pas oublier que c'est 70% de la population qui est en demande. Donc vous voyez, le combat, il est loin d'être gagné, mais le meilleur moyen de le perdre, c'est de ne pas le mener.